Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très honorée de vous présenter Peter Gray des États-Unis, qui est une personne qui nous encourage à ne pas se concentrer trop sur l'école et que l'on laisse les enfants jouer de différentes manières, jouer librement. Donc, Peter est un professeur de recherche de psychologie et de neurosciences au Collège de Boston, et ses recherches récentes se sont concentrées sur le rôle du jeu dans l'évolution humaine. Il a un blog qui s'appelle Freedom to Learn et il a écrit un livre, Free to Learn, comment le fait de laisser votre enfant jouer va le rendre plus heureux, plus sûr de lui et qu'il soit meilleur à l'école. Il gère également des recherches sur le contrôle des adultes. Il traite également de l'environnement et particulièrement celui des enfants. Tellement de choses arrivent dans notre société parce que les enfants ne peuvent pas jouer. On peut parler de crainte, de dépression, de suicide, tous des thèmes que Peter aborde et qui nuisent à la créativité. Et j'apprécie particulièrement la partie où Peter parle d'anthropologues qui ont étudié les cultures indigènes et qui ont dit que les jeunes jouaient tout au long de la journée lorsqu'ils étaient jeunes, avant leur adolescence, et qu'il était normal pour les parents que les enfants jouent. C'est en jouant que les jeunes deviennent des adultes, et c'est ce que les anthropologues ont compris en regardant ces enfants, qu'ils étaient les plus coopérateurs, les plus heureux et qu'ils se développaient, qu'ils prospéraient le mieux.
Donc, aujourd'hui, les enfants qui jouent sont la solution pour une société épanouie. C'est le titre de la conférence de Peter et maintenant, je vais lui laisser la parole. Merci. Voilà. J'ai mis dans le chat le lien vers un document. Donc, si vous pouvez cliquer sur ce lien, vous trouverez un document Google qui comprend les idées principales et certaines références. Et je fais parfois y faire référence au cours de ma présentation. Donc, si c'est possible pour vous de le télécharger, ce serait vraiment super si vous pouviez le faire. Si vous avez une imprimante, vous pouvez l'imprimer ou alors vous pouvez simplement le garder ouvert sur votre ordinateur. Si vous voulez y faire référence, donc voilà, ce sont des idées principales que je vais aborder. Est-ce que vous souhaitez que je mette une copie dans le chat? Oui, vous pourriez le faire. Si vous êtes d'accord avec cela, Abel, vous êtes d'accord avec cela? On va mettre des parties dans le chat. Oui, c'est une bonne idée. Merci beaucoup d'avoir pensé à cela. Ce sera plus facile pour que les gens le suivent. Alors, il s'agit d'une conférence sur l'éducation pour le futur et moi, je pense que si nous pensons à l'avenir, si nous voulons que les jeunes soient heureux, si nous voulons un monde pacifique, la meilleure manière d'y arriver, c'est d'avoir des enfants, et particulièrement des enfants aussi des adultes, mais des enfants qui jouent. Et donc, j'ai intitulé cette conférence des enfants qui jouent aujourd'hui, c'est le gage d'une société heureuse demain. Et donc, je dois commencer en vous disant ce que j'entends par l'éducation. Pour moi, l'éducation pour l'avenir, qu'est-ce que c'est? On n'a pas beaucoup parlé d'éducation, on en a parlé, mais on n'a pas dit exactement ce qu'on entendait par l'éducation. La plupart des gens que j'ai rencontrés dans le monde pensent à directement l'école lorsqu'on parle d'éducation. Mais ça, c'est une définition qui ne me satisfait pas par rapport à l'éducation, parce qu'on peut aller énormément à l'école et ne pas être éduqué, ne pas avoir de bon sens, ou alors par exemple, si vous n'êtes pas du tout allé à l'école ou quasiment pas, par exemple, aux États-Unis, Benjamin Franklin est vu comme l'une des personnes les plus éduquées. Il a fait une énorme contribution dans différents domaines et pourtant, il n'a pas été énormément à l'école. Donc, l'école n'est pas la définition qui correspond à l'éducation. Ma définition de l'éducation, c'est une définition très courte. L'éducation, c'est tout ce qu'une personne apprend qui lui permet de vivre de manière satisfaisante et de manière agréable. Donc voilà, c'est ce que nous voulons pour nous, c'est ce que nous voulons pour nos enfants, c'est ce que nous voulons pour tous à l'avenir. Nous voulons une société qui soit satisfaite, qui soit heureuse et qui trouve le sens de la vie. Et on trouve le sens de la vie en faisant plus de bien que de mal. Voilà ce que c'est l'éducation. L'éducation est liée à l'apprentissage, mais on peut apprendre énormément de choses qui vont ne nous servir à rien du tout, qui ne servent à rien, comme la désinformation, ce genre de choses. On peut apprendre toutes sortes de choses, mais je n'appellerais pas cela éducation. L'éducation, c'est la bonne partie de l'apprentissage. C'est ce qu'on apprend qui nous permet d'avoir un meilleur avenir pour nous et pour la société dans le sens large. Et donc, comment est-ce que les gens deviennent éduqués? Eh bien, les enfants sont éduqués déjà par nature à la base. Et ce n'est pas difficile de comprendre cela. D'ailleurs, je vais rentrer
en détail. Il y a différentes caractéristiques. Tout d'abord, il y a la curiosité et puis l'envie de jouer. Les enfants sont très curieux. Dès que leurs yeux s'ouvrent, ils explorent le monde visuellement. Ils essayent de découvrir d'autres choses, des choses nouvelles. Dès qu'ils peuvent se déplacer, dès qu'ils peuvent marcher, alors ils partent en exploration pour voir. Ils mettent tout dans leur bouche, voir comment ils peuvent manipuler les objets, qu'est-ce que ça goûte. Les enfants sont constamment à la recherche de nouvelles choses. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on essaye de protéger toutes nos maisons, parce que les enfants sont très curieux et vont partout. Et donc, ils explorent le monde physique, ils explorent le monde social. Et cette curiosité ne décline pas avec l'âge, sauf si on la tue. Et c'est ce qui arrive parce qu'une fois que vous êtes à l'école, vos questions ne comptent plus. Ce sont des questions qui n'importent pas. Et la plupart des gens ne s'intéressent pas aux questions qu'ont les enfants et leurs questions ne comptent pas, ainsi leur curiosité n'importe que très peu et ainsi les enfants ne sont plus aussi motivés par leur curiosité qu'auparavant. Votre mission à l'école, c'est de mémoriser des listes de vocabulaire, des informations afin que vous puissiez réussir vos interrogations. Point à la ligne, ni plus ni moins. La curiosité, c'est la manière naturelle dont les enfants acquièrent des informations et du savoir. Et aussi, il y a l'acquisition de compétences. Et ça, c'est l'autre partie de la curiosité de la nature humaine, c'est le jeu. Le jeu, c'est la manière dont les enfants acquièrent des compétences. Tous les jeunes mammifères acquièrent des compétences. C'est la base de l'évolution. La base, c'est d'acquérir des compétences. Et donc, tous les animaux jouent pour apprendre les compétences dont ils ont besoin, du moins les mammifères qui ont été étudiés. Et ils, par exemple, les prédateurs essayent de chasser. Les proies, elles, doivent essayer d'échapper à leurs prédateurs. Et elles essayent de se cacher, de monter sur des collines, etc. Peu importe les contraintes, la survie, la reproduction de différentes espèces, on voit que lorsque ils sont libres, nos enfants jouent eux aussi comme toutes les autres espèces d'animaux. Mais ils doivent apprendre énormément de choses. Donc nos enfants arrivent au monde avec le même instinct que les animaux et ils doivent jouer dans différentes manières parce qu'il y a différentes choses que nous, les humains, devons apprendre dans la culture dans laquelle nous évoluons. Et donc maintenant, je voudrais vous parler du jeu. Avant de commencer, je devrais vous dire que si vous suivez le syllabus maintenant, nous sommes au point 2 du syllabus, les paradoxes du jeu. Donc plus vous pensez au jeu, plus vous allez comprendre qu'il y a des contradictions dans le concept de jeu. En fait, elles semblent être des contradictions, mais ce ne sont pas des contradictions. Le jeu, c'est quelque chose de sérieux.
Parfois, lorsqu'on regarde des enfants, ils ne sont pas toujours forcément souriants. Ils sont très sérieux, ils sont impliqués dans leur jeu, ils ont des expériences, des expressions très sérieuses dans leur tête, dans leur visage. Et en fait, le jeu n'est pas quelque chose de sérieux. Euh, En fait, ils sont tellement impliqués dans leur jeu qu'ils ne sourient pas. C'est un jeu, donc même s'ils ratent, ce n'est pas grave. Ce n'est pas, c'est un jeu pour du beurre, ce n'est pas la vraie vie. Ça, c'est le premier paradoxe. Ils sont tous sérieux, pourtant il ne s'agit que d'un jeu. Deuxième paradoxe, le jeu, c'est spontané et imaginaire. Ce sont les enfants qui décident eux-mêmes de jouer et dans le même temps, le jeu n'est pas libre parce qu'une fois que vous jouez, vous n'êtes pas libre. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Vous avez des contraintes. Les contraintes du jeu. Tous les joueurs doivent respecter les règles. Parfois, les règles sont écrites ou alors elles sont transmises verbalement d'une manière ou d'une autre. Mais tous les jeux ont des limites, ont des règles. Lorsqu'un enfant choisit de jouer, il choisit de jouer librement, mais ce faisant, il limite sa propre liberté parce qu'il doit désormais suivre les règles du jeu. J'y reviendrai. Donc, le jeu, ce n'est pas vraiment réel, cela a lieu dans un monde imaginaire. Et pourtant, le jeu, c'est dans le monde réel. Cela permet aux enfants de gérer le monde réel. Cela leur permet d'acquérir de nouvelles compétences et d'incorporer des connaissances du monde réel. Et puis, le paradoxe final, c'est que le jeu, c'est pour les enfants. Oui, c'est vrai, en partie parce que les enfants jouent bien plus que les adultes, parce que les enfants doivent apprendre beaucoup plus de choses que les adultes. Les plus jeunes mammifères jouent plus également que les mammifères adultes, même si les mammifères adultes ne jouent eux plus du tout. Donc le fait que le jeu soit enfantin, en fait, le jeu souligne les plus grandes réussites des adultes. Si vous regardez différentes biographies des personnes qui ont contribué le plus à notre culture via leur invention, via leurs compétences diplomatiques, etc., eh bien, ce sont des personnes qui jouaient. Ils jouaient. Einstein, par exemple, a dit que peu importe la réussite que j'ai faite de mathématiques, de physique théorique, c'était le fruit d'un jeu mental. Il a même dit qu'il a réussi à faire ce qu'il a fait grâce à son esprit ludique et pas grâce à l'école, parce que quand il était à l'école, il ne pouvait même pas, il ne supportait pas les mathématiques. Donc ça, c'est un exemple. Le jeu souligne donc les réussites des adultes et fournit une base, permet de développer la créativité des enfants. Donc voici les paradoxes du jeu. Et puis au point 2, il y a différentes variantes des jeux. Il y a les jeux dans le monde, particulièrement dans les cultures où les enfants ont beaucoup de temps pour jouer, parce que dans nos cultures occidentales, dans nos cultures modernes, nous empêchons les enfants de jouer. Par contre, lorsqu'on regarde les enfants qui peuvent jouer, ils jouent dans toutes les manières possibles.
Presque tous les enfants jouent de différentes manières et de cette manière, ils développent des compétences nécessaires au développement humain. Et donc, ils jouent de manière physique, c'est le jeu le plus répandu, celui qu'on partage avec les mammifères pour développer le, les parties de notre corps. On développe nos compétences en bougeant, en coupant des arbres, en, en grimpant sur des arbres. Et c'est parfois dangereux, par exemple, lorsque l'on grimpe dans des arbres qui sont particulièrement hauts. Bref, des jeux assez risqués, mais c'est comme cela que nous développons des corps solides. C'est de cette manière que nous développons également notre coordination et notre courage. Lorsqu'on joue à des jeux risqués, nous développons notre courage. Lorsque nous grimpons dans un arbre très haut, eh bien, on apprend à gérer notre peur. Si j'ai peur, eh bien, je peux simplement descendre. Ça, c'est bien avec le jeu, c'est qu'on peut arrêter quand on veut. Quand on n'en peut plus, eh bien, on arrête. Mais le jeu demande d'aller plus loin, de repousser nos limites, d'avoir des expériences, qu'il s'agisse de monter aux arbres ou d'autres expéditions risquées. Et cela permet de mieux gérer des crises de panique. Par exemple, cela permettra d'éviter d'avoir des crises de panique plus tard parce que l'enfant aura déjà appris à gérer sa peur auparavant. Et les jeunes mammifères, eux aussi, jouent à des jeux risqués pour apprendre à gérer leur peur, leurs craintes, pour développer le contrôle de ce sentiment de peur et de crainte. Alors, les autres types de jeux que j'ai listés ici sont humains. On ne retrouve pas ces jeux chez les mammifères. Donc, nous sommes les animaux qui sont capables de faire des jeux linguistiques, des jeux de mots. Parce que dans notre société, nous devons apprendre une langue. Personne n'apprend la langue maternelle aux enfants. Les enfants l'apprennent naturellement parce qu'ils sont curieux et ils la pratiquent. Si vous regardez un enfant, le premier mot qui sort de la bouche d'un enfant, c'est toujours en jouant. En fait, le premier mot, c'est toujours quelque chose pour le jeu, quelque chose de rigolo. Ce n'est jamais pour poser une question ou des choses comme ça. Et donc, le jeu est important même au niveau linguistique. Il y a également ce que l'on appelle le crib speech. C'est comment les enfants se parlent à eux-mêmes. C'est comme s'ils se donnent des petites leçons. Ils se redisent les mêmes choses, mais utilisent des synonymes, d'autres manières de pouvoir le dire. Et alors que les enfants deviennent plus âgés, ils doivent utiliser la langue pour communiquer avec leurs camarades, ce qui demande des compétences en communication. Et pour ce faire, il faut coordonner ces compétences. Et les recherches montrent que les jeunes enfants utilisent davantage un langage sophistiqué lorsqu'ils jouent avec d'autres enfants, plutôt que lorsqu'ils jouent avec des adultes ou lorsqu'ils sont avec leurs professeurs à l'école. Et ce n'est pas surprenant
Parce que lorsque les enfants jouent, la communication est très importante. Il est important qu'ils puissent exprimer leurs besoins. Ils doivent pouvoir parler avec leurs camarades de jeu, expliquer les règles, expliquer quelle partie ils veulent avoir, etc. Et donc, ils développent leurs compétences linguistiques beaucoup plus que lorsqu'ils parlent avec des adultes, beaucoup plus que lorsqu'ils vont à des cours de langue. Il y a beaucoup de recherches dans ce domaine où, par exemple, cela était aux États-Unis lorsqu'une famille d'un autre pays qui ne parlait pas anglais venait s'installer aux États-Unis. Les enfants apprenaient très rapidement l'anglais, même si ce n'était pas le cas pour les parents. Et les enfants, eux, apprenaient très rapidement l'anglais parce qu'ils jouaient avec leurs petits camarades dans le voisinage. Et donc, ils apprenaient très, très rapidement. Mais maintenant, ce n'est plus le cas parce que les enfants n'ont plus les mêmes opportunités. Ils ne vont plus jouer comme par le passé. Alors, une autre caractéristique qui distingue les êtres humains, c'est que nous sommes ceux qui construisent leur environnement. Nous construisons des outils. Et cela fait partie de la nature humaine. Et s'il n'est pas surprenant de voir que les enfants sont arrivés au monde pour faire des jeux constructifs. Ils peuvent construire des bateaux, des châteaux de sable, etc. Alors, ce qu'ils construisent va dépendre de la culture dans laquelle ils ont été élevés. En général, ils vont faire des choses similaires que ce que font les adultes. Mais peu importe ce qu'ils construisent, ils apprennent à construire les choses, à manipuler les outils, à apprendre comment ils doivent développer leur construction. Ils développent cette partie du cerveau parce qu'ils doivent faire des planifications par rapport à leur construction et puis ils doivent procéder à la construction. Et ça, ce sont des formes de jeu typiquement humaines. Ensuite, nous sommes également le seul animal capable d'imaginer. Nous sommes capables de penser à des choses qui n'ont jamais existé. On peut penser à des choses qui n'existent pas et ça, c'est ce qui nous permet d'être créatifs, de faire des plans pour demain parce que on peut déjà penser au futur. L'imagination est la fondation du raisonnement humain, qui est le raisonnement hypothétique, en se disant, tiens, et si c'était vrai? Nos enfants sont constamment impliqués dans le jeu, et je vais même vous dire que tous les jeux impliquent au moins un élément imaginatif. On traverse pour aller dans un monde imaginaire dans lequel on suppose que des choses sont vraies, même si elles ne sont pas vraies dans le monde réel. Ainsi, nos petits-enfants de 3 à 4, 5 ans imaginent que la table de la cuisine est un pont et qu'il y a une grue en dessous du pont et puis ils se disent ah oui mais s'il y a une grue en dessous du pont on ne va pas passer en dessous du pont parce que sinon on va être touché par la grille et c'est un raisonnement totalement hypothétique. Mais il y a même des psychologues qui ont dit que les enfants étaient capables d'avoir un raisonnement hypothétique, particulièrement développé jusqu'à 12 ans. C'est ce qui leur permet de jouer dès 3 à 4 ans. Dès 3 à 4 ans, ils peuvent avoir ce raisonnement.
mais souvent même plus tôt, parce que le monde du jeu est un monde hypothétique. Et ensuite, plus tard, ils appliquent une pensée plus rationnelle à ce monde hypothétique. Et donc, le jeu, c'est imaginaire. On parle également d'un jeu plus important lorsqu'il y a plusieurs joueurs, lorsqu'il y a tout un décor. Et puis, nous sommes les espèces animales qui doivent définir nos règles. Nous ne pouvons pas simplement nous comporter selon nos instincts. Par exemple, si quelqu'un se comporte d'une certaine manière, on dit qu'il se comporte comme un animal. Même si on ne respecte pas toujours les conventions de notre société, et si on ne respecte pas ces conventions, eh bien, on dit que la personne se comporte comme un animal. En effet, vivre dans la société implique respecter certaines règles. Et il semble que tous les jeux comprennent des règles. Les règles des jeux sont comme des lois qu'il faut respecter. Et lorsque vous jouez à un jeu, vous devez respecter les règles. Donc ça, c'est l'autre point. Voilà, ça c'est la chose essentielle que les êtres humains doivent apprendre. Et il y a différentes pratiques dans le jeu. Et ces pratiques ne peuvent pas être enseignées. Il faut simplement les pratiquer. La dernière chose sur cette liste, et sans doute ce qui est très important, c'est le jeu social. Nous sommes des animaux sociaux. Les jeunes veulent jouer dès le plus jeune âge, peu importe comment ils jouent, ils doivent jouer avec d'autres enfants. Qu'ils jouent avec les mots, qu'ils créent des constructions, qu'ils jouent à un jeu avec des règles. Ils vont jouer avec d'autres personnes, d'autres enfants. Parfois, ils vont jouer par eux-mêmes et à ce moment-là, ils vont simplement ils vont simplement jouer par eux-mêmes, acquérir d'autres compétences. La chose la plus importante, chose que les gens doivent apprendre, c'est comment s'accorder aux autres. Si vous n'arrivez pas à vous accorder aux autres, vous ne pouvez pas vivre une vie satisfaisante qui a du sens. Nous sommes des animaux sociaux. Nous dépendons du fait de nous accorder avec les autres. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas avoir de bons amis, vivre en couple et avoir une vie heureuse si on ne peut pas se connecter aux autres. Donc, le jeu est intrinsèquement lié à la socialisation et les enfants veulent jouer loin des adultes. Pourquoi? Parce que les adultes interviennent, leur disent que faire, essayent de résoudre leurs problèmes et peut-être qu'ils ne l'expriment pas. Ils ne l'expriment pas, mais dans leur ADN, dans leur zoo, au plus profond d'eux-mêmes, ils veulent apprendre à résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Ils veulent apprendre comment gérer les conflits, comment coordonner leurs activités avec les autres enfants, etc. Et d'une façon ou d'une autre, ils savent que c'est en jouant avec les autres qu'ils vont apprendre cela. Donc, c'est pourquoi les enfants sont biologiquement conçus pour jouer et
Ils savent instinctivement quelles sont les compétences qu'il leur faut. Alors, j'ai pas encore défini le jeu. Quelles en sont ces caractéristiques? Souvent, les gens disent que c'est difficile d'étudier le jeu parce qu'on ne peut pas le définir. Il n'y a pas une définition claire du jeu. Je suis pas d'accord. On peut définir le jeu. Et je l'ai donc défini à plusieurs occasions et vous pouvez en trouver des traces si vous googlez définition du jeu que j'ai écrite. Donc, je ne dirais pas que je suis le premier à avoir défini le jeu, mais ma définition du jeu est basée sur des définitions classiques que d'autres chercheurs ont faites. Alors, j'ai rassemblé un petit peu ce que je trouvais qui étaient les aspects les plus saillants des définitions que j'ai pu trouver. Donc, ma définition est que le jeu est une activité qui a 5 caractéristiques, au point que ces 5 caractéristiques sont présentes, au point que seulement certaines de ces 5 caractéristiques sont présentes, on ne peut pas réellement parler de jeu. Le jeu plein est principalement, on le trouve principalement chez les enfants et les activités de jeu. Alors, première caractéristique, il est choisi de façon autonome. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jeu est quelque chose que dont les enfants prennent l'initiative et choisissent de faire. C'est quelque chose qu'ils contrôlent eux-mêmes, dont ils décident les règles, dont ils modifient éventuellement les règles. Outre ce que je viens de dire, le jeu est la manière dont les enfants apprennent à prendre des initiatives, choisir leurs activités et comment les diriger, ces activités. C'est comme ça que vous apprenez à prendre en main votre vie. J'ai dit ici que le jeu est dirigé de façon autonome, mais c'est également une activité collective. Il y a beaucoup d'enfants qui sont capables de travailler entre eux. Donc, autodirigé, donc, mais j'ai également dit que c'est social. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'un groupe d'enfants peuvent décider de jouer ensemble après avoir communiqué ce qu'ils doivent. Et ça implique une négociation. Moi, je veux jouer ça à ça, toi, tu veux jouer à ça, etc. Et on commence à jouer et peut-être que je suis un harceleur. Je veux que tu joues comme à ma manière et pas la manière que toi tu veux. Donc vous disputez, donc il y a une discussion au moins. Et il faut faire des compromis pour décider de la nature du jeu. Alors qu'est-ce que je veux dire ici? Du fait que le jeu est autodirigé, mais en même temps social, cela leur permet d'apprendre à négocier, à faire des compromis, à faire attention aux besoins des autres. Je veux vraiment jouer avec toi, mais
tu ne vas pas jouer avec moi si je ne fais pas attention à ce dont toi tu as besoin. Donc, je dois apprendre à faire ça. Et si je ne l'apprends pas, toi, eh bien, tu diras, bon, bah, écoute, non, moi, je veux pas jouer avec toi. Ça me rend pas heureux, donc non, je vais pas jouer avec toi à ce truc-là. Alors, c'est une leçon importante pour moi en tant qu'enfant parce que j'ai envie de jouer avec lui ou avec elle et il est parti ou elle est partie parce qu'elle veut pas jouer avec moi. Donc peut-être que la fois prochaine, je serai un peu plus attentif aux besoins de cette personne et je ferai attention à ses besoins. J'apprendrai non, je ferai attention non seulement à ce que cette personne me dit, mais également à son expression, à l'expression de son visage. Et je vais devoir changer mon attitude parce que sinon, peut-être qu'en tant qu'enfant, je n'articule pas tout ça de façon très exprimée. Donc, il est important de pouvoir faire attention aux compagnons de jeu, non seulement à ce qu'ils disent, mais également euh, aux expressions du visage. Si vous ne parvenez pas à faire ça, vous n'aurez pas de bons partenaires de travail, de bons amis, si vous n'êtes pas capable de faire ça. C'est peut-être la chose la plus importante que les êtres humains doivent apprendre à faire. Alors, ça, première caractéristique. Alors, je voudrais illustrer cela en vous décrivant la différence entre un jeu de baseball informel. Bon, j'ai beaucoup joué à ça dans les années 50 quand j'étais moi-même un gamin. Aujourd'hui, c'est plus formel. Donc, quand j'étais gamin, dans une des villes où j'ai habité, le baseball était une activité très populaire dès 7-8 ans. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On jouait au baseball, on allait sur un terrain vague, il y avait d'autres gamins il n'y avait pas d'adultes et il n'y avait jamais d'adultes. Et on décidait qui était dans quelle équipe, on décidait des règles. Si la rue à côté était très animée, on limitait un peu les lancers, etc. Il y avait des filles comme des garçons. Les filles avaient des approches parfois différentes et il fallait que chacun soit heureux. Il fallait que chacun s'y retrouve finalement. Donc c'est l'exigence première. Donc on choisissait nos équipes aussi bien que possible. On créait nos règles. Il y avait une hypothèse implicite qu'on intégrait également les plus jeunes, etc. Vous alliez donner un handicap aux meilleurs joueurs. Alors, on créait des règles qui nous permettaient de jouer. Et au fur et à mesure du jeu, pardon, et on apprenait des choses beaucoup plus importantes que le baseball lui-même. On devait s'adapter à la réalité, on devait être créatif, comment rendre chacun heureux, comment négocier, toutes ces choses étaient importantes et bien plus importantes que le jeu du baseball lui-même. Alors, peu d'enfants
jouent de cette façon-là. Aujourd'hui, s'ils jouent au baseball, ils le font sous la direction d'adultes. Le terrain est préparé, ils ne doivent pas être créatifs, tout est préparé. Il y a un adulte qui va décider de qui va dans quelle équipe, qui démarre. L'adulte vous dit même, vous dit si vous devez taper fort ou pas fort sur la balle, etc. Vous êtes complètement pris en charge par un adulte et l'objectif est différent. Quand vous jouez et que vous vous inquiétez peu de savoir qui va gagner, mais quand vous êtes avec des adultes, vous devez gagner absolument. Il y a sûrement un trophée à la clé. Il y a sûrement un des parents qui est là et qui vous regarde et qui s'inquiète de votre performance. C'est une expérience totalement différente. Ça peut être une bonne manière d'apprendre le baseball, d'apprendre le baseball à la lettre pour devenir un joueur de baseball professionnel. Ça peut être utile pour un certain nombre de personnes, mais c'est nettement plus limité. Mais ça ne devrait pas être la manière dont les petits jouent au baseball, ça ne devrait pas être la manière dont les gens jouent au départ à l'école primaire au baseball. Ça ne devrait pas être une activité dirigée par des adultes. Alors, deuxième caractéristique du jeu, c'est intrinsèquement motivé. Vous le faites simplement parce que vous voulez le faire. Vous ne le faites pas pour gagner un trophée, pour que vos parents soient fiers ou pour ajouter ça à votre CV. Vous le faites simplement parce que vous aimez faire ça. C'est pourquoi beaucoup d'adultes considèrent que le jeu est une perte de temps. Vous n'allez pas améliorer votre CV, tu ne vas pas gagner d'argent, tu ne vas pas avoir de récompense. Ça semble une perte de temps du point de vue d'un grand nombre d'adultes. Vous le faites parce que vous aimez le faire. Et souvent les profs vous disent de suivre votre passion. Comment trouver sa passion? Dans le jeu, en 12 ans, en faisant ce qu'ils veulent faire. Ah, j'adore faire ça, c'est ça une passion, j'aime faire ceci ou cela. Et ceux qui ont de la chance ont énormément de chance et de pouvoir développer leur passion. Très souvent, des gens qui ont beaucoup joué font des métiers qui sont des extensions de cette passion originale. Un enfant que j'ai connu qui était passionné par les bateaux est devenu capitaine de bateau lui-même. Je pourrais vous donner des milliers d'exemples. Faites-le parce que vous voulez le faire et essayez de vous débrouiller ensuite pour pouvoir gagner votre vie avec ça. Le jeu, troisième caractéristique, il est guidé par des méta-règles. Les gens parlent de jeux non structurés. Et je n'aime pas ce terme de non structuré. Un jeu, c'est toujours structuré. Et c'est toujours structuré par les joueurs eux-mêmes. Ou au moins, les joueurs acceptent la structure. Si vous choisissez de jouer à quelque chose qui est
une structure, un jeu formel qui a des règles, etc., vous pouvez modifier ces règles. Ça ne se fait pas au hasard, mais une fois que vous avez décidé de jouer, vous êtes quand même dans un cadre de règles définies. Dans les jeux de construction, vous construisez par exemple un château de sable, il y aura des règles. Vous avez en tête la taille qu'il doit avoir, etc. Et vous êtes dans ce cadre que vous avez défini. Si vous jouez imaginez des garçons qui jouent à se battre, qui se poussent, qui jouent aux épées, qui font de la lutte. Ça semble sauvage de l'extérieur et il leur semble qu'il n'y a pas de règles. Vous allez vous dire que ces enfants jouent de façon sauvage. Mais si vous à y regarder de plus près, et si vous avez connu ça, vous savez qu'il y a des règles. Pas de coups de pied, on peut pas se mordre, on peut pas taper du pied. Vous ne pouvez pas taper la personne avec le bâton. Si vous êtes le plus fort des deux, vous allez devoir vous limiter dans votre force et vous allez le faire. Toutes ces règles font la différence entre un jeu et une bagarre. Un jeu a des règles, une bagarre n'a pas de règles. Le jeu a des règles et la raison pour laquelle il y a des règles, c'est que il faut que l'autre reste content. Bon, c'est pas la même chose dans une bagarre, évidemment. L'objectif, si vous voulez continuer à jouer, c'est que l'autre soit satisfait. Donc, même ce type de jeux qui peuvent sembler très sauvages implique que les jeunes font semblant, se restreignent pour ne pas se blesser, se faire du mal les uns les autres. Tous les jeux impliquent de suivre des règles et de limiter ses impulsions. L'une des raisons pour lesquelles nous avons énormément de ADHD aux États-Unis, c'est que les enfants n'ont pas l'habitude de inhiber leurs impulsions. Certains ont besoin de davantage d'exposition au jeu et ce qui leur permet d'inhiber leurs impulsions, leur impulsivité. Il y a une réalité à l'idée que l'impulsivité a augmenté dans la population des enfants, c'est que c'est, à mon avis, du fait du manque de jeu. Alors, le jeu est la manière naturelle de contrôler l'impulsivité grâce à une conception partagée de la manière de se comporter. Quatrième caractéristique du jeu, il est créatif et imaginatif. Il y a des règles au jeu, mais il y a toujours de la place pour la créativité dans les règles. Ces règles ne sont pas rigides. Les règles sont le cadre, les limites, dans le cadre duquel on peut être créatif. Le jeu est la chose la plus créative que l'on puisse faire
Par nature, c'est créatif. On ne peut pas jouer sans être créatif. Donc, le jeu est la manière dont les enfants apprennent à être créatifs. Ils créent les rêves, ils créent des solutions. Le jeu est la manière dont les enfants apprennent à être créatifs. Et l'imagination, ils réfléchissent ils émettent des hypothèses. Et dans le cadre de ce monde imaginaire, eh bien, il y a des choses qui se passent et qui sont bien réelles. Donc, c'est leur manière d'apprendre à être créatifs et ils entraînent leur imagination de cette façon. L'imagination est cruciale dans toutes les réalisations que l'on peut admirer. Toutes les réalisations qui ne sont pas uniquement liées à la force. Réfléchissez à ce qu'un architecte fait quand il crée une maison. Tout d'abord, il doit imaginer cette maison. C'est un acte d'imagination. Imaginez à quoi peut ressembler cette maison. Comment les gens vont évoluer dans cette maison. Comment les gens vont évoluer et se croiser dans cette maison. C'est quelque chose qui existe au départ uniquement dans l'esprit de l'architecte. Ensuite, ça va exister sur papier. Ensuite, il va y avoir une maquette. Tout cela se passe avant que la maison devienne une vraie maison. Il faut donc les chercheurs, les scientifiques font des hypothèses. Eh bien, c'est le résultat de leur imagination. Cela explique énormément de choses. C'est le raisonnement hypothétique. Einstein a imaginé des solutions à la relation entre la matière et l'énergie. Il a imaginé, il a développé la théorie de la relativité et il a combiné cela avec tout ce qu'il connaissait en physique et en mathématiques. Mais cette idée de la relativité, on peut dire que les personnes qu'on considère comme des génies, ont gardé cette capacité enfantine d'imaginer. La cinquième caractéristique du jeu est qu'elle se passe de façon active, mais dans un état d'esprit non stressant et non stressé. Cette caractéristique découle logiquement des autres caractéristiques. Parce que le jeu requiert de respecter les règles, de s'impliquer activement. Mais du fait que le jeu est une activité qui n'a pas de réelles conséquences, parce qu'il n'y a pas d'adulte qui vous juge pendant que vous jouez, il n'y a pas de trophée en jeu. Peu importe si vous échouez, vous allez apprendre quelque chose, mais vous n'avez rien perdu. Parce que vous pouvez partir à n'importe quel moment si ça devient trop stressant. Pour toutes ces raisons, le jeu n'est pas stressant. Puisque le jeu n'est pas stressant, c'est un monde de simulation où on peut pratiquer les choses de façon sûre. On peut essayer d'adopter tel ou tel comportement. Vous auriez peut-être peur de le faire dans le monde réel, mais pas dans le cadre du jeu. Le jeu est
l'espace idéal pour apprendre de nouvelles choses, pour être créatif, pour essayer d'autres manières d'être. Tout ce qu'on appelle l'apprentissage, c'est le contexte idéal pour apprendre. Nos écoles sont le contraire de tout cela. On est tout le temps évalué, on n'est jamais exempt d'évaluation. On nous parle d'échecs si on essaie quelque chose. Il vaut mieux se fier à ce qu'on connaît déjà plutôt que d'essayer de nouvelles manières de penser. Voilà. Je voudrais ajouter que cet état d'esprit non stressant est parfois appelé le flux. Les gens qui sont dans un état de flux sont souvent plus productifs, plus créatifs, plus imaginatifs. Quand vous êtes dans une activité à fond et que vous ne réfléchissez pas à l'heure qu'il est, au temps, vous êtes immergé dans la tâche que vous accomplissez. Les études montrent également que cet état mental, cet état joueur, c'est un état idéal pour apprendre quelque chose de neuf et pour résoudre des problèmes qui vous demandent de la réflexion. Alors, il y a une étude qui démontre ça très clairement. Il y a quelques années, Alice Eisen, un chercheur à l'université de Cornell aux États-Unis, a réalisé une étude dans laquelle elle a donné à des étudiants un problème à résoudre et elle l'a fait sous deux conditions différentes. La première, c'était trois conditions. Une condition normale, elle les a emmenés au laboratoire, elle leur a demandé de résoudre un problème. Deuxième condition, un cadre de jeu. Elle leur a demandé de regarder un film marrant, un film comique, pour les mettre dans un certain état d'esprit. Et alors, le problème qu'elle a utilisé, donc le problème qu'elle leur a proposé, c'est on vous donne une petite bougie, des allumettes et des étiquettes. Votre travail est de mettre la bougie de façon à ce qu'on puisse l'allumer. La solution du problème, qui a l'air assez simple, c'est que il faut mettre la bougie sur la boîte d'étiquettes. Mais en réalité, quand on a fait cette étude avec les étudiants, ils ont mis un certain temps à la résoudre. Seuls 15% à résoudre ce problème. Elle a découvert que dans les deux conditions de contrôle, même ceux qui avaient vu le film comique et un troisième groupe qui avait vu un film normal, ceux qui avaient regardé le film comique avaient résolu le problème à 75%. Donc, elle a fait des études avec des professionnels, par exemple des médecins à qui elle donnait un diagnostic à faire. Il n'y avait pas une solution claire et elle se rendait compte que les médecins résolvaient plus facilement le problème s'ils étaient dans un contexte de comique, etc.
Je pense qu'on résout tous mieux des problèmes dans ce cadre, surtout si on est dans un état d'esprit joueur. So so I now want to go on here to Et maintenant, je vais passer au point 3, à savoir un manque de jeu, un problème des temps modernes. C'est d'ailleurs là-dessus que j'ai écrit mon livre et il y a également des articles universitaires qui ont été écrits. Ce n'est pas ma recherche, mais un ensemble, un résumé de recherches qui ont été faites ces 10 dernières années. Nous, du moins aux États-Unis, nous souffrons d'un manque de jeu, d'un déficit de jeu. Au cours de ces 10 dernières années, enfin, au cours de dizaines d'années, des dernières dizaines d'années, je dirais au milieu du XXe siècle, graduellement, on a enlevé l'opportunité aux enfants de jouer. Si l'on regarde l'histoire du jeu aux États-Unis, on parle de la première partie du XXe siècle comme l'âge d'or du jeu des enfants parce que là, on a supprimé quasiment le travail des enfants et on n'a pas tellement augmenté les heures à l'école. Ainsi, les enfants avaient beaucoup de temps libre pour jouer. Et c'était les enfants des cultures traditionnelles qui avaient beaucoup de temps pour jouer, mais depuis les années 60, on a enlevé ce temps. Les enfants ne peuvent plus jouer autant de temps. Et cela a été même la période de ma vie. Je l'ai vu moi-même. D'ailleurs, cela ne me surprend pas que les historiens parlent de ce déclin. On a enlevé cette opportunité aux enfants de jouer en leur donnant d'autres choses à faire, en leur faisant croire qu'ils sont directement des adultes, qu'ils doivent se comporter de manière responsable, sans être sous contrôle, alors que ici, on voit directement que des enfants commencent très tôt à faire du babysitting, qu'ils commencent à avoir des emplois à mi-temps. Moi, j'ai commencé à travailler lorsque j'avais eu 13 ans et c'était des jobs d'étudiants. Et heureusement, la plupart de ces emplois sont maintenant illégaux parce que les enfants sont trop jeunes pour commencer à travailler à cet âge-là. Et donc, on a enlevé le jeu et on a enlevé également un certain côté innocent, un certain côté indépendant aux enfants. Le poids toujours plus important de l'école est très important et délétère. Lorsque j'étais enfant, en primaire, dans les années 50, nous avions 5 leçons par semaine. Nous avions beaucoup plus de vacances pendant l'été et nous avions beaucoup moins d'école pendant l'année. La journée d'école se terminait quand c'était la fin de la journée. Il n'y avait pas vraiment d'horaire. Parfois, les professeurs nous demandaient d'écrire une histoire, un poème et de le rapporter le jour suivant, mais nous n'avions pas de cahiers, de livres à ramener chez nous. On faisait l'école, on étudiait à l'école. L'école à laquelle je suis allée était une école primaire qui avait des journées de 6 heures, même si maintenant il y a des journées de 7 heures. Mais à 2 heures, nous pouvions sortir. Donc, nous avions en fait 4 heures de cours et puis 2 heures de récréation. Et pendant ces périodes de récréation, nous pouvions jouer comme nous voulions. Même les professeurs ne nous regardaient pas. On était vraiment, on était libre. On pouvait jouer comme on le souhaitait. C'était dans le Minnesota.
On jouait avec des couteaux, oui, parce que tous les garçons avaient des couteaux, mais on ne se disputait pas, on ne s'attaquait pas et on jouait simplement avec des couteaux. Maintenant, c'est quelque chose d'impensable. Nous avions 2 heures de récréation à l'école. Maintenant, les enfants, non seulement beaucoup d'heures, par exemple, à Boston, ils ont 15 minutes de pause. Parfois, ils doivent manger en 4e vitesse et ils ne peuvent même pas se parler pendant qu'ils mangent. L'école est devenue un environnement inacceptable. Les adultes ne voudraient pas aller à l'école parce que c'est devenu un environnement répressif dans lequel on ne fait que travailler, où les adultes contrôlent tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé. Et puis, il y a également les devoirs. Même des enfants en primaire ont continuellement des devoirs à faire. De plus, nous avons donné aux enfants des activités en dehors de l'école, comme je vous l'ai dit précédemment, au lieu simplement de sortir et d'aller jouer au baseball ou de jouer à ce que vous voulez, maintenant, il faut avoir une activité, un sport dirigé par un adulte ou une autre activité dirigée par un adulte, qu'il s'agisse de chorégraphie chinoise ou toute autre activité. Et donc, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez parce que tout est géré par un adulte. Et cela est arrivé progressivement dans le temps. Nous ne l'avons même pas remarqué. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est arrivé soudainement. Si on avait vu la différence entre les années 50 et l'école aujourd'hui, on aurait refusé ça directement. Tout le monde se serait rebellé parce que c'est inacceptable. Mais parce que c'est arrivé progressivement, graduellement, parce que chaque génération a connu un changement différent, on l'a accepté en fin de compte. Et le résultat, c'est que maintenant, nous avons un environnement qui est un environnement trop difficile pour les enfants et qui est devenu la normalité. Et on voit d'ailleurs qu'il y a plus d'anxiété, qu'il y a plus de dépression, que le taux de suicide au niveau des enfants aptes en âge à aller à l'école est 6 fois plus élevé que celui dans les années 60. Et ça, c'est aux États-Unis, d'après des données du Centre pour les maladies. Donc, ce sont des données fiables. Le taux d'anxiété, de panique et de dépression a été évalué grâce à des questionnaires distribués. Ce taux a augmenté et on a remarqué qu'à la fin du XXe siècle, le taux d'anxiété et de dépression mesuré, si vous regardez les diagnostics aujourd'hui, il y a beaucoup plus de syndromes de dépression, beaucoup plus de syndromes d'anxiété. Les données montrent que les taux de ces syndromes chez les enfants de l'école secondaire est situé entre 5 à 8 fois le taux des années 60. Et ce sont des données du début du XXIe siècle. Et ces taux continuent à augmenter. Donc, ça, c'est la situation que nous avons aujourd'hui. Et sur la base de ces données, nous comprenons qu'il y a une relation entre le déclin du jeu, le déclin dans la liberté des enfants et l'augmentation du taux de ces syndromes. Enlever le jeu de la vie des enfants, vous allez les faire déprimer. Comment peut-on faire cela? Il y a quelques années,
Un théoricien a dit que l'opposé du jeu, ce n'est pas le travail, mais c'est la dépression, parce que le jeu, c'est ce qui nous rend heureux. Et ne pas faire ce qui vous rend heureux dans la vie, c'est déprimant. Si, au lieu de jouer, on pousse les enfants à devenir des adultes, qu'ils soient contrôlés, qu'ils soient comparés à leur père, qu'ils soient testés, qu'on leur dise qu'ils n'ont pas réussi à passer un examen ou un test. Que voulez-vous? Évidemment, ça crée de l'anxiété. On leur demande trop de choses. On ne peut pas changer la vie des enfants de cette manière parce qu'on ne va faire qu'augmenter les syndromes de dépression et pourtant, c'est ce à quoi on assiste et personne ne dit que c'est à cause de l'école, que c'est parce qu'on leur enlève le jeu. On trouve toutes sortes d'excuses. On dit que oui, c'est à cause des réseaux sociaux. On dit que c'est à cause de l'iPhone. On trouve 36 000 excuses, sauf l'évidence. Nous n'arrivons pas à admettre l'évidence. Il y a eu une étude réalisée il y a quelques années par l'Association américaine de psychologie américaine et ce qu'ils ont trouvé dans cette étude, c'est que un adolescent est l'individu le plus stressé. Et lorsqu'on leur a demandé quelle est leur source de stress, ils ont répondu l'école. Et la presse populaire a totalement ignoré cela. Par contre, ce que l'on dit sur les réseaux sociaux, ça par contre, ça défraie la chronique. Alors que là, les adolescents disent eux-mêmes que leur source de stress, c'est l'école, et bien là, à ce moment-là, c'est problématique. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut plus de thérapeutes, plus de personnes qui vont permettre d'écouter et de conseiller. Sinon, nous aurons de plus en plus de taux de suicide, de dépression. Nous avons besoin de traiter ce problème comme un problème social. C'est un problème dans la manière dont nous traitons les enfants dans notre monde actuel. Donc, la santé mentale a décliné, la créativité a décliné, et croyez-moi ou non, il y a des tâches créatives qui ne se font plus dans le sens où des tâches ont été utilisées pendant des années dans les écoles. Eh bien, on a vu que les enfants qui avaient des scores élevés seront des adultes plus productifs et plus créatifs. Ce sont des tests qui vont permettre d'évaluer la créativité, bien meilleurs que les tests de QI, bien meilleurs que les notes attribuées à l'école, qui ne sont en fait que le fruit du jugement des professeurs. Et la tristesse, c'est que depuis les années 80, les scores de ces tests ne cessent de baisser à tous les niveaux à tous les niveaux scolaires, en secondaire et en primaire, et nous en sommes conscients de cela. Le score moyen pour les étudiants aux États-Unis, le score moyen de créativité était de 15% en 1984. Donc, c'est un déclin énorme. C'est normal parce qu'on leur enlève toute leur créativité.
and you substitute drill for test, which is the least creative thing you can possibly be Et doing. qu'est-ce qu'on leur met? On leur met de la pression. Comment voulez-vous qu'ils aient encore de la créativité lorsqu'on voit tous les changements que l'on a apportés? Lorsque l'on apprend par cœur des choses, nous n'utilisons pas notre cerveau, nous n'utilisons pas notre capacité de réflexion. Et donc, cela ne favorise pas le bien-être mental des enfants. Alors, je voudrais conclure et je voudrais vous permettre également de me poser des questions ou d'avoir une discussion avec moi. Mais avant cela, je voudrais passer au numéro 4. Comment le jeu promeut le bien-être et la paix? Alors, cela doit être évident par rapport à ce que je vous ai dit jusqu'à présent, mais je voudrais faire un petit résumé. Je vais vous dire quelques mots sur les ingrédients pour le bien-être mental, pour que l'on éprouve un sentiment de bonheur et de satisfaction dans la vie. Il y a un ensemble de théories de recherche psychologique qui se réfèrent à la théorie de l'autodétermination. Elle a été créée par Richard Ryan et Edward Deci, qui était professeur à l'université de Rochester aux États-Unis. Et beaucoup des recherches ont démontré, sans surprise, que le bien-être mental dépend d'une capacité de l'individu à s'écouter. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que les gens qui sont sains mentalement et qui s'en sortent bien dans la vie, qui aiment leur vie, qui réussissent, disposent de ces caractéristiques. L'une de ces caractéristiques, c'est un sens énorme d'autonomie. Je contrôle ma vie, je peux décider ce que je veux faire. Deuxièmement, un sens de compétence. Non seulement je peux décider de ce que je veux faire, mais je le fais bien. Et je le fais bien et je comprends ce que je dois faire pour bien le faire. Ça, c'est le sens de la compétence, de savoir ce que je peux faire des choses. Troisièmement, j'ai des amis. J'ai des collègues, j'ai des amis, j'ai des personnes sur qui je peux compter. J'ai des amis plus proches qui me boostent, qui me mettent dans un bon esprit, qui me font me sentir bien émotionnellement. Et puis, j'ai un autre cercle d'amis qui sont des collègues que je peux appeler quand j'ai besoin d'aide. Voilà les 3 caractéristiques du bien-être mental: l'autonomie, la compétence et les amis, les personnes sur qui on peut compter. Je pense que tout ce que vous avez besoin de faire, c'est regarder ces éléments et voir que tous ces éléments sont liés au jeu. Le jeu, c'est l'autonomie. Le jeu, c'est l'expression de la liberté. C'est la pratique de la liberté. C'est la confiance aussi, parce que les enfants qui jouent expérimentent et exercent les pratiques et les éléments que je viens de vous mentionner. C'est-à-dire que via le jeu, cela vous permet de vous faire des amis, de bien vous entendre avec les autres, d'apporter l'attention dont les autres ont besoin. Et puis, je n'ai pas inclus la moralité également comme objectif de l'éducation, parce que la moralité, c'est important. C'est comme ça que vous apprenez que le monde dans lequel vous voulez réussir, vous comprendrez que vous ne pourrez réussir que si les autres réussissent également. Vous serez heureux que si les autres le sont également. Et ce n'est pas simplement la question d'être heureux moi-même, c'est le fait d'être heureux tous ensemble. C'est tout l'aspect social du jeu également. Et c'est une leçon très importante à apprendre à faire des compromis, apprendre à accepter, apprendre qu'avoir une bonne vie dépend des choses que vous voulez faire, mais pour ce faire, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de biens matériels pour survivre. Mais ce n'est pas ce qui va vous rendre heureux. Ce qui va vous rendre heureux, ce n'est pas d'y arriver avec de bonnes notes, ni de briller devant les autres, mais c'est bien de poursuivre les objectifs que vous avez en aidant les autres dans votre environnement et
en poursuivant un objectif d'accomplissement et de réussite. Juste un dernier point. On pourrait passer des heures là-dessus, mais le jeu est incompatible avec un comportement dominant parce que le jeu requiert de mettre la dominance de côté. Parce que si vous jouez au dominant, personne ne va vouloir jouer avec vous. Le jeu et le caractère dominant, ce n'est pas compatible. On peut constater aussi que les sociétés qui jouent le plus sont les plus égalitaires. C'est vrai pour toutes les cultures. À partir du moment où vous voyez du jeu, vous voyez de l'égalité. Le jeu permet de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. J'espère que je vous ai convaincu que si nous voulons avoir un monde pacifique et heureux, nous devons laisser l'opportunité aux enfants de jouer bien plus qu'ils ne l'ont aujourd'hui dans la plupart des pays du monde aujourd'hui. Voilà, je vais clôturer mon intervention et je pense que nous avons 10 minutes ou quelque chose comme ça pour répondre aux questions. Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas vu de questions. Par contre, je vois de très bons commentaires. Les gens apprécient vraiment votre intervention et ils partagent, moi aussi d'ailleurs, votre avis. J'avais une question pour vous. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais cela me fait penser à une chose. Moi, je suis rentrée dans l'éducation au moment où Maria Montessori était vraiment le mentor. Et je l'ai trouvé extraordinaire. Et il y a un lien entre Steiner et Montessori, à savoir laisser les enfants jouer et ne pas les faire travailler. Alors, ce que je pense sur Montessori, c'est que ce qu'elle veut, c'est que les enfants veulent faire les choses par eux-mêmes. Et pour moi, elle a parlé de la même voix que vous, de laisser les enfants jouer, d'être libres, d'explorer. Elle a enrichi leur environnement pour qu'ils puissent se développer, oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Et... Sauf que moi, je ne connais pas Madame Montessori directement. J'ai lu des articles sur son travail. Me suis rendue dans différentes écoles de Montessori. Comme vous le savez, les écoles Montessori sont très différentes et il y a différentes interprétations de Montessori. Par contre, l'interprétation avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est elle décourage la fantaisie. Elle préfère des jeux constructifs et elle dit que tous les objets doivent avoir un objectif. Et la raison pour laquelle elle pense cela, c'est parce que elle a traité des enfants qui avaient des problèmes et il était important de faire comprendre à ces enfants qu'ils devaient penser dans le monde réel et pas dans le monde imaginaire. Alors que elle essaye que chaque objet ait un objectif et qu'elle décourage l'inventivité, l'imagination. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Je pense que les enfants savent très bien ce avec quoi ils veulent jouer. Et je pense que la fantaisie, c'est très important. C'est comme ça que vous développez vos capacités dans votre raisonnement hypothétique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle je me repose également sur le modèle Harry, qui est un mix entre le modèle de Steiner et Montessori. Je pense que la manière dont elle a expliqué l'apprentissage, c'est qu'elle a dit, par exemple, un enfant qui se construit, donc jusqu'à l'âge de jusqu'à 6 ans, elle a dit que
l'enfant crée une réalité pour lui-même. Et si il y a trop de fantaisie en disant qu'un enfant peut voler, par exemple, eh bien, peut-être qu'un enfant va ouvrir la fenêtre et va sauter parce qu'il pense réellement qu'il peut voler. Donc, elle disait d'être plus prudent par rapport à ce côté fantaisie, mais c'est sans doute parce elle était avec des enfants qui avaient certains troubles, certains problèmes et elle voulait les protéger. Alors, cette crainte que les gens ont, à savoir que les enfants ne fassent pas la différence entre le monde réel et le monde fantasy, est complètement inutile selon moi, parce que les enfants comprennent très bien la différence, même ceux qui ont des problèmes mentaux. À partir du moment où les enfants peuvent parler, ils peuvent faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Et un enfant de 2 ans qui déverse de l'eau imaginaire dans une tasse avec une dinette, par exemple, il va dire, oh, tiens, la nappe est toute mouillée. Sauf que l'enfant, il sait très bien que la nappe n'est pas mouillée. Donc, les enfants font très bien la différence entre le monde réel et le monde imaginaire. Mais ce n'est pas parce qu'ils font semblant qu'ils peuvent voler qu'ils croient vraiment qu'ils peuvent voler. Quid des monstres alors, ou des sorcières, toutes les choses, parce que moi j'aime beaucoup Steiner. Cela me pose un peu problème au niveau de l'imaginaire, parce que pour moi, c'est quand même un peu trop jeune. Alors, moi je pense que on ne va pas forcer un enfant. C'est la raison pour laquelle on doit expliquer aux enfants. Si un enfant veut entendre, écouter ces histoires, l'enfant écoutera cette histoire. Donc, ça veut dire que l'enfant est prêt. Il y a une question intéressante sur le fait de savoir pourquoi les enfants jouent. Pourquoi est-ce que les enfants escaladent des arbres? Pourquoi est-ce que les enfants jouent à la sorcière? Pourquoi est-ce qu'ils jouent à des meurtres, etc., des choses affreuses? Je pense que c'est exactement comme cela qu'ils apprennent à gérer leur peur. Ils apprennent à gérer leurs émotions lorsqu'ils sont impliqués dans ces histoires. Lorsqu'ils jouent ces rôles, ils jouent avec leurs craintes et ils apprennent à gérer leurs émotions. Il y a une étude qui a été publiée il y a quelques années en Allemagne et le chercheur observait différents enfants à l'école maternelle et certains enfants jouaient d'une manière assez particulière. Par exemple, ils jouaient à un jeu où ils étaient attachés et ils commençaient à frapper un enfant qui était enchaîné. Et donc, ils le réconfortaient et en même temps, ils le battaient. Alors, directement, les professeurs les auraient arrêtés tout de suite. Mais ici, on ne les a pas arrêtés et on a observé que les enfants géraient quelque chose. En fait, ils essayaient de résoudre un problème de cette manière. Et en fait, la seule violence qui a eu lieu dans ce moment, c'est lorsque le professeur les a arrêtés parce qu'en fait, tous les enfants avaient accepté de jouer à ce jeu. Merci, moi je pourrais parler avec vous pendant des heures et j'aimerais vraiment, si vous êtes d'accord, de laisser votre email. Mais là, nous devons passer à l'orateur suivant. Mais vraiment, je serais très honorée de discuter davantage avec vous.
Eh bien, vous pouvez me contacter via mon blog de psychologie, via ma page Facebook